Bonjour à tous. Dernièrement, nous avons étudié deux chapitres importants dans le cadre de l'électricité, à savoir l'intensité du courant électrique et la tension électrique. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion, la notion de résistance en électricité. Dans un premier temps, nous allons expliquer la définition et le fonctionnement du dipôle résistance. Alors, le dipôle résistance, c'est le dipôle qu'on représente dans un circuit normalisé sous cette forme. Ce dipôle, quel est son rôle? C'est de résister au passage du courant. Imaginez un circuit électrique où le courant électrique serait trop fort, alors l'insertion de ce dipôle permettrait de baisser l'intensité du courant parce que ce dipôle s'oppose, limite le passage du courant électrique, c'est-à-dire des porteurs de charge, à savoir dans un circuit classique, les électrons. Pour bien comprendre ce que nous venons de dire, réalisons l'expérience suivante. Là, nous avons une pile aux bornes de laquelle est branchée une ampoule, mais le circuit n'est pas fermé, je vais le fermer et on va bien noter la brillance de la lampe. Elle est très lumineuse. Maintenant, je vais remplacer le fil par cette résistance et regardez bien ce qui se passe, l'intensité lumineuse est moindre. Pour cause, la résistance s'oppose, limite le passage des porteurs de charge, à savoir les électrons, donc l'intensité du courant est diminuée, c'est la raison pour laquelle la lampe brille moins. Alors, comment fait le dipôle résistance pour s'opposer au passage du courant, c'est-à-dire pour limiter le passage du courant? Alors, il faut savoir que le courant électrique, c'est un déplacement d'électrons. Électrons qui se trouvent dans les atomes qui constituent le fil. En général, c'est des atomes de cuivre autour desquels on va retrouver ces électrons. Alors, lorsque on met un générateur qui va imposer la circulation du courant électrique, les électrons qui sont autour des noyaux d'atomes de cuivre qui sont dans le fil électrique vont se mettre à se déplacer. Alors, la résistance, que va-t-elle faire pour s'opposer à ce passage des électrons? En fait, la résistance, elle va être constituée d'autres particules, et c'est le choc des électrons, notamment, c'est le choc des électrons sur ces particules qui constituent des obstacles qui va permettre à la résistance de s'opposer au passage du courant et ainsi de diminuer l'intensité du courant électrique. Il existe évidemment un très grand nombre de résistances différentes. En fait, chaque résistance va être plus ou moins capable de résister, de s'opposer au passage du courant électrique à l'intérieur de la résistance. En fait, cette capacité à limiter le passage du courant est mesurable à travers une grandeur physique qu'on appelle la grandeur résistance, qu'il ne faut surtout pas confondre avec le dipôle résistance qui est le composant électrique. Souvent, on va utiliser le simple mot résistance pour désigner ou le dipôle ou la grandeur. La grandeur résistance se note grand R, d'accord? Et son unité de mesure est le ohm, OHM, qu'on va noter oméga. En effet, dans un circuit tel que celui qui est affiché à l'écran, plus la résistance va augmenter et plus l'intensité lumineuse va diminuer parce que l'intensité électrique diminue. Regardez, là je suis en train d'augmenter la résistance et là l'ampoule ne brille quasiment plus parce que la résistance est trop élevée. En revanche, lorsque je diminue la valeur de la résistance, la lampe brille de plus en plus. C'est dû au fait que l'intensité du courant diminue lorsque la résistance augmente et lorsque la résistance diminue, l'intensité du courant augmente. On va maintenant se poser la question de savoir comment mesurer cette capacité à limiter le passage du courant électrique, c'est-à-dire cette résistance électrique. Comment mesurer la grandeur résistance électrique? Pour cela, on utilise ce qu'on appelle un ohmmètre ou bien un multimètre en position ohmmètre. Alors concrètement, comment on fait? Alors imaginez qu'on ait ce circuit-là, une pile, une lampe et une résistance en série et on souhaite mesurer la résistance de ce dipôle résistance. On va placer le ohmmètre en dérivation par rapport à notre appareil électrique dont on veut mesurer la résistance. Donc le symbole, c'est un oméga. Pour l'intensité du courant, on utilise un ampèremètre de symbole A. Et pour la tension électrique, on utilise un multimètre ou un voltmètre avec le symbole V. Donc ici, c'est oméga. Alors, vous le savez, on commence toujours par le calibrage le plus élevé et puis on diminue petit à petit de manière à ce que le calibrage soit le plus petit possible mais pas inférieur à la mesure affichée par le ohmmètre. Alors, au niveau des branchements, il faut savoir que
le fil qui sort du côté positif du générateur, on va le brancher à la borne oméga. Et l'autre fil, c'est-à-dire le fil qu'on va récupérer ici, on va le brancher ici à la borne com. Revenons à présent sur le fonctionnement d'une résistance. Alors ici, vous avez une résistance. Vous avez également des électrons qui vont arriver à l'intérieur de cette résistance. Et souvenez-vous, dans la résistance, il va y avoir des particules auxquelles vont se heurter les électrons. Et c'est ces chocs qui vont permettre de diminuer l'intensité du courant électrique. Alors, ces chocs vont avoir une conséquence. Lorsqu'il y a des chocs, il y a forcément dissipation d'énergie. Cette énergie se dissipe sous forme de chaleur, c'est-à-dire d'énergie thermique. Donc, tout appareil qui possède une résistance va produire de la chaleur. C'est le cas d'une ampoule incandescente par exemple. Vous mettez une ampoule, vous allumez l'interrupteur, vous attendez un petit peu, vous allez voir, il va y avoir production de chaleur. Pour s'en rendre compte, il suffit d'approcher sa main de l'ampoule et vous allez voir qu'il va y avoir de la chaleur qui se dégage de l'ampoule. C'est également la même chose lorsque vous chargez votre téléphone portable ou alors lorsque vous l'utilisez pendant longtemps, il va y avoir de la chaleur qui se dégage de votre téléphone. C'est dû à la résistance interne des appareils ou des composants électriques qui constituent votre téléphone. Cette dissipation d'énergie due à la résistance interne des composants électriques s'appelle l'effet Joule. Alors cette dissipation de chaleur, souvent, elle n'est pas souhaitée. Par exemple, imaginons un moteur. Le rôle du moteur, alors on va imaginer évidemment un moteur électrique, le rôle du moteur, c'est de fournir de l'énergie mécanique, c'est-à-dire de l'énergie de mouvement, on va dire énergie mécanique, à partir d'énergie électrique. Sauf que le moteur possède évidemment une résistance interne. Du coup, lorsque le courant électrique va circuler à l'intérieur du moteur, il va y avoir de la chaleur qui s'échappe. Donc à votre avis, est-ce que toute l'énergie électrique que je paye va être convertie en énergie mécanique dont j'ai besoin? Eh bien non, il va y avoir de la chaleur qui va se dissiper. Donc, vous avez vu cet effet Joule, la production de chaleur lorsque l'électricité passe dans un matériau qui possède une résistance interne, n'est souvent pas souhaité. En revanche, parfois il l'est, c'est le radiateur. Regardez bien. Imaginez un radiateur. Un radiateur électrique. En entrée, on va lui donner de l'énergie électrique. On imagine bien évidemment un radiateur électrique. En sortie, il va nous donner de la chaleur. Et justement, l'effet Joule, il est souhaité. Ainsi, un radiateur n'est qu'une grosse résistance. On va maintenant parler de la loi d'Ohm, qui est une loi qui va permettre de relier plusieurs grandeurs physiques, à savoir la tension électrique, l'intensité du courant électrique et la valeur de la résistance d'un dipôle résistance. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Dans ce circuit, par exemple, elle nous dit que la tension aux bornes de la résistance est égale à l'intensité du courant qui circule dans la résistance multipliée par la valeur de cette résistance. Elle s'écrit de la manière suivante: U, la tension aux bornes de la résistance est égale à la valeur de la résistance en ohms multipliée par l'intensité du courant en ampères. U égale RI. Notez tout simplement que U est en volts, R est en ohms et l'intensité du courant est en ampères. On peut faire une petite application pour comprendre comment fonctionne cette loi. Alors, j'ai rajouté quelques informations. La pile délivre une tension de 4,5 volts. Imaginez que le courant électrique qu'on a ici est de 300 mA et que je vous pose la question, quelle est la valeur de cette résistance R? Alors, on peut utiliser évidemment la loi d'Ohm. On sait que U est égal à RI, du coup, R sera égal à U sur I. Maintenant, on va faire l'application numérique. La valeur de la résistance en ohms sera la valeur de la tension en volts. Alors là, il faut savoir que la tension aux bornes de la résistance sera la même que la tension aux bornes de la pile grâce à la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série. On a bien un circuit en série, donc la tension aux bornes de chaque dipôle, si on en fait la somme, on va obtenir la tension aux bornes de la pile. Alors étant donné qu'il y a un seul dipôle, U est égal à 4,5 volts. Donc on écrit 4,5 volts que je vais diviser par l'intensité qui est de 300 mA. Attention, il va falloir faire une conversion pour obtenir un résultat de résistance en ohms. 300 mA, c'est 0,300 ampères, on divise par 1000, donc je divise cela par 0,3.
et j'obtiens un résultat. Je prends ma calculatrice, donc 4,5 divisé par 0,3 sera égal à 15. Donc on va obtenir un résultat de 15 ohms. Alors comment on aurait pu s'en apercevoir sans utiliser la calculatrice? On voit bien que 4,5 divisé par 3, c'est égal à 4,5 divisé par 3 dixièmes. Voilà. Maintenant, regardez, diviser, c'est multiplier par l'inverse. En effet, 0,3, c'est 3 dixièmes. Donc on peut faire 4,5 multiplié par 10 sur 3. Regardez, 4,5 fois 10, c'est égal à 45. Et 45 divisé par 3, ça fait bien 15 ohms. Alors le jour où la calculatrice sera interdite, et c'est possible au bac, il faut être capable de faire ce genre de choses. Voilà, j'espère que vous avez compris. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que toutes les notions qui ont été abordées dans le cadre de cette vidéo sont comprises. Il faut savoir que ce cours vidéo n'est pas complet. Il faut absolument que vous vous basiez sur le support écrit qui est disponible dans votre espace de travail collaboratif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. S'il subsiste des zones d'ombre, il faut absolument les éclaircir. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On va commencer un nouveau chapitre.